Bonjour, Madame la mairesse. Bonjour. Bienvenue au Collège Saint-Alexandre. Merci beaucoup. Très dans la contente d'être là. bibliothèque Pierre-Sancartier. Alors aujourd'hui, on est ici pour faire votre première grande entrevue. Ben, de cette longueur-là, j'en ai pas fait beaucoup et j'ai hâte de voir ce qui m'attend. Alors, on commence? Bien sûr. Alors, première question. Alors, j'aimerais parler premièrement de sujet qui touche un peu plus les jeunes. Comme vous savez, la Commission jeunesse de Gatineau, qui a été fondée en 2013, regroupe 26 adolescents des 13 écoles secondaires de la ville, alors 2 représentants par école. Cette commission-là a pour but d'offrir de la consultation au conseil municipal et aux élus sur la vie des jeunes, et ça permet aussi à ces jeunes-là de s'impliquer en politique dès un plus jeune âge. Oui. Ma première question pour vous, c'est est-ce que vous souhaitez accorder plus d'importance à l'opinion de cette commission-là dans vos décisions? Ben, en fait, un élément qui est intéressant avec la commission jeunesse, il faut dire que Gatineau était vraiment précurseur parce qu'elle a créé cette commission jeunesse. Puis la bonne nouvelle là-dedans, c'est en juin dernier, il y a une première stratégie qui a été adoptée. Et là, la commission jeunesse, ses premiers devoirs ce sera de se rencontrer pour faire un plan d'action. Alors, à cette étape-ci, moi, je pense qu'il y a un bout qui appartient aux jeunes, parce que justement, on ne va pas leur dire quoi faire. Ils sont là pour être consultés, sollicités. Il y a un budget aussi qui vient avec ça, la commission jeunesse, qui devrait avoir 230 000 $ si ma mémoire est bonne. Et on va laisser le travail se faire sur le plan d'action. Moi, ce que je dis aux jeunes, c'est qu'ils doivent prendre leur place. D'ailleurs, pour mon assermentation, j'avais demandé que Camille, qui est à la commission jeunesse, vienne dire un mot pour parler aux élus. Et ça, je trouvais ça touchant. Je voulais qu'il y ait une vision, justement, une couleur jeunesse, pour qu'on se rappelle pourquoi on est élu. On est élu pour prendre des décisions pour les générations à venir, parce que tout ce qu'on décide devient un legs, dans le fond, pour les futures générations. Alors moi, mon engagement, c'est de les écouter. Et dans mon programme, il y avait aussi un budget que j'ai alloué pour essayer de faire des projets wow qui vont transiter par les jeunes. Par exemple, je ne sais pas pourquoi, comme le fait la Ville de Québec, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un projet pilote de pit à feu? Ça pourrait être intéressant. Il y a aussi eu des consultations qui étaient faites sur les lieux publics, comme les parcs. Est-ce qu'on peut avoir des bornes de recharge pour les cellulaires, des zones d'ombre, du mobilier urbain, que ce soit un petit peu plus chill dans nos parcs? Ouais. Alors ça, ces éléments-là, j'aimerais ça voir naître ça. Puis je pense qu'il faut être au diapason aussi de la population adolescente sur le territoire. Ça serait vraiment des éléments très intéressants. Je n'avais pas entendu parler du projet de Québec, mais ça sonne comme un projet qui pourrait être vraiment intéressant pour la ville de Gatineau. Est-ce que vous seriez à l'écoute des recommandations de la commission? Est-ce que c'est vraiment qu'il y ait dans le top 5 des comités consultatifs dont vous écouteriez le plus l'opinion? Bien, en fait, à la ville, les commissions qui sont en place, leur pouvoir, c'est de faire leur devoir, c'est de faire des recommandations au conseil municipal. Puis ensuite, le conseil municipal détermine s'il va de l'avant, oui ou non. Ce que j'ai le goût de vous dire, c'est pas plus ou moins la commission jeunesse qu'une autre commission. Pour moi, les commissions, elles ont toute la valeur parce qu'elles sont là justement pour écouter les gens. Dans le fond, nos commissions, on a des experts. C'est un bassin d'experts qu'on a. Alors, dans le contexte de la commission de jeunesse, on a des jeunes qui s'engagent, qui sont nos experts, puis les recommandations ont une grande valeur. Petite anecdote, Camille était supposée venir assister à l'entrevue ce soir, mais elle a eu un empêchement de dernière minute qui a fait en sorte qu'elle ne pouvait pas venir, mais on la salue à la maison quand elle va voir l'entrevue sur le YouTube du collège. Alors, merci, j'ai adoré le témoignage de Camille, c'était super. Ouais, j'ai lu le résumé, ça avait l'air... J'ai entendu les commentaires, puis il paraît que c'était vraiment très, désolé pour l'anglicisme, mais c'était très, très sharp. C'était vraiment sharp, puis moi, quand je suis arrivée après, elle avait fait un facteur wow, fait que j'ai essayé d'être à la hauteur, mais le punch, c'était Camille. Prochaine question. On va parler un peu d'environnement. Oui. Alors, durant la campagne électorale, votre opposante, Maude Marquis-Bissonnette, avait fait de l'environnement vraiment un de ses... C'était quasiment sa priorité numéro 1. Est-ce que c'est une priorité pour vous? Oui, absolument. Puis en fait, je vous dirais plus largement, c'est une priorité pour tout le monde et ce n'est pas la priorité d'une génération, l'environnement. C'est la priorité de tous.
Je disais d'ailleurs en campagne électorale, moi, je connais pas grand monde qui sont pour la pollution. Alors, je pense qu'on a tous à intervenir. D'ailleurs, moi, dans ma plateforme électorale, je vais proposer 40 idées prioritaires. Puis là, je vais faire un petit rewind, si tu me permets, Thierry. Oui. Avant la dissolution de l'ancien conseil municipal, il y avait eu un plan climat qui avait été déposé. La ville de Gatineau est une des dernières grandes villes au Québec qui n'avait pas de plan climat. Elle a donc déposé un plan climat dans lequel il y a 230 quelques orientations et actions à prendre. À mon avis, ces actions sont assez floues et c'est un plan qui était incomplet. Et durant ma campagne électorale, moi, j'ai proposé 40 idées prioritaires un peu plus précises. Et dans les discussions que j'aurai avec le conseil municipal, bien, j'espère bien être capable de mettre ces idées de l'avant. Dans les éléments qui étaient dans les engagements que j'ai pris, je vais parler un petit peu de transport en commun parce qu'on sait que les GES et surtout à Gatineau, c'est un aspect, on va y revenir dans quelques questions, mais c'est un aspect qui est très, très important parce qu'on est tellement loin en arrière des autres grandes villes du Québec dans cet aspect-là. Alors, c'est quelque chose qui est très, très, très important actuellement pour la ville. Donc, il y a tout, au-delà du transport en commun, il y a toute la question de comment on transite. Donc, un des engagements que j'ai pris, c'est toute la question d'autopartage. Les gens connaissent peut-être Communauto, qui est une voiture, dans le fond, partagée. Est-ce qu'on est capable de se déployer davantage? Est-ce qu'on peut, dans nos parcs au bus, par exemple, mettre des cages à vélo qui se barrent pour que la personne puisse partir de chez elle en vélo, laisser son vélo barré en sécurité, prendre l'autobus pour se rendre au boulot? Est-ce qu'on pourrait même développer un réseau de vélos électriques, par exemple, sur le territoire? Oui, ça pourrait être très, très intéressant. Donc, il y avait des idées comme ça, des cibles pour les aires protégées, des enjeux pour les surverses dans nos rivières. Donc, il y avait 40 idées concrètes. Puis ça, évidemment, je vais en parler avec le conseil pour remettre ça à l'avant-plan. Environnement essentiel pour tous. Vous avez répondu à ma sous-question qui était quels sont vos plans. Puis, plus ou moins à ma troisième question qui est, vous avez vraiment en tête des mesures concrètes pour y arriver, hein? Oui. C'est pas, on parlait du plan climat, c'est pas un peu flou, là, vous savez vraiment dans quelle direction vous voulez vous en aller? Oui, puis moi, je suis une personne pour qui les résultats, c'est très important et je pense que si on veut créer des conditions gagnantes pour atteindre des résultats, il faut aussi qu'on ait des objectifs réalistes. Ce qui m'inquiétait du plan climat, quand tu as un plan climat sur 5 ans avec 230 quelques engagement là-dedans, c'est difficile à livrer. Ça doit être précis. Il faut avoir des indicateurs dans le temps. C'est pour ça que j'ai fait une contre-proposition. Puis là, bien sûr, on va en discuter en conseil, mais cet élément-là est vraiment important pour moi. Petite question plus rapidement. Dans vos priorités dans vos priorités sur le plan climat, l'agrandissement des pistes cyclables, est-ce que ça en fait partie? Est-ce que c'est important pour vous, l'agrandissement du réseau de pistes cyclables à Gatineau? En fait, c'est pas directement lié au plan climat, mais il y a un plan vélo qui est encore en vigueur à Gatineau. Pensez-vous le mettre à jour? Est-ce que vous voulez y rajouter peut-être votre petite touche à vous, ce plan vélo-là? Parce que c'est un plan... rafraîchissez-moi la mémoire, c'est Maxime Pénaud-Jobin qui l'a mis en place. Exact. Par contre, il reste encore quelques années au plan vélo. Alors, je pense qu'il faut honorer ce qu'on a dans le plan vélo. Là où je trouve qu'il y a du travail à faire, c'est un petit peu dans l'arrimage du transport actif puis collectif. Oui. Donc, on a un beau réseau de pistes cyclables qui doit se développer, puis il y a déjà de l'argent sur la table pour le faire. Mais ça prend quelqu'un à la ville de Gatineau qui a une vision macro du transport. Qui va s'occuper de l'harmonisation de tous ces l'autobus qui arrive là, ben, est-ce qu'il peut faire un arrêt un petit peu plus proche d'un lien cyclable? Est-ce qu'on est près des pistes de sentiers? Puis il y a toute une réflexion macro à faire. Puis ça, moi, je propose que ce soit la STO qui joue ce rôle-là. Moi, c'est un sujet qui me tient un peu à cœur. Je suis un grand cycliste. Oui. Alors, j'étais vraiment très, très j'avais hâte de voir qu'est-ce que vous aviez en stock pour nous. Puis il y a des éléments, puis ici c'est un bel exemple autour du collège, dans le secteur Limbourg, où on a beaucoup de défis, où on a des pistes cyclables intérieures dans nos quartiers, mais qui ne rejoignent pas des pistes cyclables principales qui nous amènent par exemple vers le centre-ville. Donc dans le plan vélo, il y a déjà des propositions pour un meilleur arrimage, puis je pense assurément, si on veut vraiment faire du vélo, puis que ce soit fluide, il faut poursuivre dans ce sens-là. Particulièrement dans Limbourg, c'est très, très difficile, c'est dangereux même de se rendre au centre-ville. C'est très, très... Soit
c'est soit on prend un chemin qui est plus dangereux, ça serait Saint-Louis dans ce cas-ci, soit il faut faire un immense détour Ouais. pour se rendre, puis moi, c'est quelque chose que je trouve assez dangereux Oui. dans ma vie de tous les jours. Prochaine question. Oui, dans les autres sujets qui touchent un peu plus les jeunes, on peut parler de la question autochtone. Oui. Alors, nous, coïncidence, la semaine passée, c'était notre semaine autochtone au collège. Super. Alors, on a eu la conférence de Michèle Audette, qui est la sénatrice autochtone. Oui. Puis là, je viens de réaliser, j'ai dit la semaine autochtone au collège, c'est vraiment plus la semaine de sensibilisation aux communautés autochtones. Oui. Est-ce que vous avez un plan d'action pour collaborer avec les nations autochtones de l'Outaouais? On pense à Kitikami ou à d'autres nations aux alentours qui réclament surtout certains territoires de la ville de Gatineau qui considèrent comme non cédés. J'adore ta question, puis c'est vraiment super qu'on en parle maintenant pour quelques raisons. D'abord, Maxime Penneau-Jobin avait fait un bon bout de chemin, et moi je vais prendre le bâton de pèlerin puis je vais continuer parce que ça, je pense que c'était formidable. On doit aller vers les communautés, c'est essentiel. On doit apprendre à se connaître, à s'écouter. On avait aussi une discussion entre les membres du conseil, quelques personnes du conseil, sur la table de concertation du Vivre ensemble, qui est une table qui existe à Gatineau. Et quelle place pourrait-on faire à la communauté autochtone à cette table-là? Et ça, je pense qu'on doit aussi le considérer. Un autre élément, est-ce que la communauté autochtone devrait avoir une place à la future commission de l'environnement? Fait que moi, je trouve qu'il y a des éléments comme ça qu'on devrait considérer qui les font vraiment participer à la vie municipale. C'est une belle façon d'apprendre à se connaître, d'écouter les points de vue. Ça, ce sont des éléments vraiment concrets. Puis je terminerai en disant, la semaine dernière au conseil municipal, Steve Moran, qui est le conseiller du centre-ville, a parlé en Anishinaabe. J'ai trouvé ça très beau. Et après, j'ai parlé à M. Moran, je me suis dit, je me demande s'il n'y a pas quelque chose à faire pour l'intégrer dans le conseil municipal. Alors ça, c'est une réflexion que j'aimerais avoir avec les membres du conseil. Mais je pense qu'on peut faire toutes sortes de gestes dans notre quotidien ou dans la vie municipale pour apprendre à se connaître, mais aussi parce que les Autochtones doivent sentir qu'ils font partie de Gatineau et qu'on les reconnaît. C'est des petites choses, puis notre façon de vivre a tellement été influencée par l'apport culturel qu'ils nous ont donné, puis on leur rend pas l'appareil. Il faudrait leur donner ça. C'est quelque chose qui est un peu plus effacé de notre histoire, de notre culture. Ma sous-question par rapport à ça, c'est est-ce que vous seriez prête à participer activement au processus de réconciliation entre les communautés autochtones et la société canadienne, quitte à peut-être même interpeller les autres paliers de gouvernement fédéral et provincial pour qu'ils accélèrent leur processus de réconciliation? En fait, je pense que tout ce qu'on peut faire pour se coller sur les communautés, pour reconnaître ce que les communautés autochtones ont vécu, on doit le faire. Alors ça, pour moi, c'est essentiel. On doit aller dans ce sens-là et de faire la demande, de communiquer, d'écouter, c'est déjà un pas énorme. Et si on peut aller plus loin, faisons-le absolument. Maintenant, on va changer un peu d'aspect. On va aller un peu plus dans l'aspect administratif, politique. Il va de soi que votre cabinet, le nouveau cabinet de la mairesse, va adopter sa propre pratique de gouvernance par rapport, en contraste avec les cabinets précédents et les maires précédents. Comment vous pensez que ça va se traduire dans votre relation avec l'administration municipale, considérant que dans la dernière année, les relations entre le cabinet du maire et les hautes sphères de l'administration se sont rapidement détériorées et sont à un niveau assez froid? Et comment vous entrevoyez que vous allez pouvoir améliorer ces relations-là? Excellente question. Moi, je pense qu'on est tous là pour le même objectif. Qu'on soit un politicien ou qu'on soit un fonctionnaire, qu'on soit une direction générale, on est là pour servir le citoyen. Et on doit toujours être capable de se recentrer sur cet objectif-là. Et je pense que ce qu'on doit faire pour réussir, c'est vraiment le faire dans la collégialité. Il n'y a pas de... Il y a nous autres, les politiciens, puis il y a vous autres, l'administration. Ça, là, c'est un discours qui, à mon avis, est complètement dépassé. Les élus sont là parce qu'ils amènent la préoccupation citoyenne qu'ils entendent tous les jours, qu'ils ont entendu durant, comme moi, 60 jours en étant sur le terrain, puis depuis des mois de discussion avec des organismes.
Ça, c'est la valeur d'un élu. D'être les oreilles un peu sur le terrain, de ramener ça dans l'administration, puis d'être guidé par ça dans la prise de décision. Le rôle de l'administration, c'est de mettre en œuvre cette vision-là du conseil municipal. Donc, j'ai toujours un peu de difficulté à voir, il était où juste le conflit, quand dans les faits, nous sommes complémentaires. Vous êtes complémentaires ensemble, c'est vraiment, vous êtes travaillé en symbiose à la base. Et les glissements ou les irritants entre les élus et l'administration viennent souvent du fait qu'on se perd dans notre rôle. Si tout le monde comprend bien quel rôle il joue, dans quel carré de sable il habite, généralement, il ne devrait pas y avoir de difficultés de cohabitation. Est-ce que parfois, sur l'interprétation de certaines choses, on peut diverger? La réponse, c'est oui, c'est normal, on s'en parle. Mais moi, je crois vraiment à la collégialité et je crois aussi à la valorisation des équipes. Pour moi, une fonction publique en santé, puis en santé, ça veut dire heureuse d'être au travail, avec du personnel remplacé, avec de la reconnaissance, une valorisation des talents. Bien ça permet d'avoir un service de qualité aux citoyens. Rapidement, on avait Maxime Pénaud-Jobin sur notre plateau le mois passé, puis on lui a posé une question un peu semblable par rapport à la dernière année. Puis il est venu, il nous a dit que lui, selon lui, il y a un certain rapport de force entre le maire et la direction générale. Lui considère que le maire a un certain statut d'autorité par rapport au directeur ou à la directrice générale. Vous, est-ce que vous êtes de la même opinion ou vous pensez que c'est plus une relation, comme vous disiez, complémentaire, d'égal à égal? Je pense pas que l'équation est noir ou blanc comme ça. Je ne le crois pas. Et je pense qu'il peut y avoir un rapport de force qui peut venir de la mairie, mais qui parfois peut venir de l'administration. C'est correct. Ça revient beaucoup à ce que je disais dans quelle est la compréhension des rôles. Et en contrepartie, les fonctionnaires, l'administration ont aussi à reconnaître que le lien avec le citoyen, on l'a eu durant une campagne électorale, et ce qu'on porte, ça ne sort pas d'une boîte de Cracker Jack. C'est ce qu'on a constaté, c'est de la façon dont on a consulté. Et ça aussi, ça a une valeur. Alors moi, je pense qu'il faut vraiment apprendre à reconnaître qu'est-ce qu'on apporte tous les deux à la table. Puis moi, je pense que tout le monde est de bonne foi puis se respecte là-dedans. On est capable d'avancer pas mal. Alors, vous entrevoyez en tout cas essayer de cohabiter de la façon la plus efficace et harmonieuse avec l'administration. Dans les 48 premières heures que je suis arrivée après l'élection, je me suis assise avec les gens de l'équipe de direction générale, puis je leur ai dit, là, on va se dire les vraies affaires. Quand ça va bien, on va se le dire. Quand ça va pas bien, on va se le dire. On va se parler, puis on va trouver des solutions parce qu'on joue tous dans la même équipe, puis c'est servir le Gatinois. Voilà. Puis il va aussi vous falloir un nouveau DG. Absolument. Parce que vous n'en avez pas encore. Le processus est en cours. L'affichage pour le poste de direction générale est fait. Et j'espère qu'on sera capable de choisir la personne avant la fin janvier, ce qui rentrerait dans mes engagements aussi de campagne, d'au moins procéder à l'embauche d'une future direction générale à l'intérieur des 100 premiers jours. Avez-vous une opinion sur le conflit apparent qu'il y a eu entre la direction générale et l'ancien maire? Est-ce que vous avez une opinion sur cette situation-là, sur comment ça s'est passé? Non, puis j'ai pas le goût de jouer à la belle-mère. Tu sais, je pense que c'est des relations... c'est du passé, on regarde vers l'avant. Puis moi, je veux construire avec les gens qui sont là. Intéressant. À Gatineau, comme chacun le sait, le service d'urbanisme a toujours joué d'une plus ou moins bonne réputation. On lui a à maintes reprises reproché d'avoir une lenteur, une complexité administrative qui pouvait... les gens ne se sentaient pas en confiance, ils trouvaient que ça prenait vraiment beaucoup trop de temps. Et souvent avaient des décisions qui étaient contestées, qui ont fait les manchettes. On peut penser au 79 Fraser, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez l'intention de renverser cette tendance? Ben, en fait, il y a quelques facteurs par rapport à l'urbanisme. C'est vrai, c'est un service qui a été un peu mal aimé dans tous les sens du terme par bien des gens. Et les gens ont très souvent raison. C'est-à-dire que le service d'urbanisme, avec le développement qu'on voit à Gatineau, la charge de travail est immense. Immense. On a une croissance de population incroyable. Donc déjà, il y a un volume
qui rentre là, dans le canal là, qui fait en sorte qu'il y a des délais. Puis pour moi, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les délais? Puis il y a différentes façons de faire ça. Est-ce qu'on a suffisamment de personnel? Est-ce que le personnel est à la bonne place? Est-ce que nos processus administratifs sont trop lourds? Est-ce qu'on communique bien? Est-ce qu'on a des indicateurs de performance pour dire, nous, un délai acceptable, c'est 3 mois, ou 1 mois, ou 21 jours? Puis qu'est-ce qu'on fait pour mettre ça en place? Alors pour moi, il y a un élément d'efficacité et d'efficience qu'on doit regarder. Il y a aussi la question du personnel. Puis bien sûr, l'urbanisme, c'est vraiment le service qui est au front, puis aux premières loges du développement. C'est le service qui quasiment le plus important. C'est ça, c'est c'est le service qui est le plus influencé par le développement de la ville. Oui, mais il y a une amélioration, il y a des améliorations à faire, c'est essentiel. Puis ça, je pense que l'équipe en est pleinement consciente. C'est sûr que moi, comme mairesse, puis je pense que l'ensemble des membres du conseil municipal, on est conscient que le service d'urbanisme, il faut s'en occuper parce que c'est un service citoyen d'importance. Mais tu sais, je pense que c'est des éléments qui doivent et qui peuvent se régler sur plusieurs fronts à la fois. Okay. Plus généralement, là, comment voyez-vous l'état actuel de l'administration municipale? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est en lambeaux? C'est deux extrêmes. Est-ce qu'il est un peu entre les deux? Ouais. Je sais que c'est une question un peu plus sensible à certains aspects. C'est correct. Il y a énormément de défis à l'heure actuelle pour n'importe quel gestionnaire, dans n'importe quelle organisation. La pénurie de main-d'œuvre, ça frappe toutes les organisations. C'est vrai aussi pour Gatineau, puis Gatineau n'y échappe pas. On a un compétiteur qui est vorace, le gouvernement fédéral, qui offre des salaires plus élevés encore qu'à la ville de Gatineau, alors c'est difficile. On a à travailler à la ville de Gatineau sur le bonheur au travail. Il faut que les employés soient heureux d'être là. Puis ça a été difficile dans les dernières années d'être heureux parce qu'on a vécu 2 inondations puis une tornade. Fait que quand les équipes sont dépassées, sont surchargées, sont essoufflées, ça fait que le bonheur au travail est moindre. Puis ça, je pense qu'il y a des éléments sur lesquels on doit travailler. Les statistiques nous montrent aussi que le salaire, c'est une chose, mais ce n'est pas ce qui est le plus important pour un employé. Les conditions de travail, les relations de travail avec les collègues, la valorisation de l'employeur, la reconnaissance, ces éléments-là, ça coûte rien, sauf la volonté puis le courage d'agir. Puis ça, je pense qu'on peut faire un bon bout de chemin avec ça. On reste un peu dans l'administration politique, tout ça. On va parler un peu plus des gens d'affaires. Oui. C'est une relation qui a eu des hauts et des bas dans les 8 dernières années avec l'ancien maire. Comment vous voyez la relation que vous allez avoir avec ces gens d'affaires-là et les grands développeurs par le même fait durant votre mandat dans les 4 prochaines années? Comment vous entrevoyez cette relation-là? Bien, il y a 2 éléments à ta question, Thierry. D'abord, pour moi, la relation avec un entrepreneur, un promoteur, un artiste, une personne d'affaires, quelqu'un de socio-communautaire, c'est la même relation. C'est-à-dire que on peut-tu parler, on peut-tu comprendre, c'est quoi l'enjeu, c'est quoi le problème, puis comment on arrive à une solution. Fait que ça, pour moi, je veux dire, toute catégorie de citoyens corporatifs confondus ou particuliers, c'est pas plus ou moins avec un promoteur ou des gens d'affaires. Cependant, je considère que sous la dernière administration notamment, les gens d'affaires ont parfois été boudés, les promoteurs aussi. Et ça, c'est des éléments qui, pour moi, doivent nécessairement changer. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui déroule un tapis rouge pour un promoteur immobilier, mais il n'y a pas une ville qui se respecte, qui ne peut pas rencontrer quelqu'un qui veut faire des investissements, qui a une vision, qui veut partager sa vision. Ça, pour moi, c'est essentiel. Et ça ne veut pas dire nécessairement que c'est avec la mairesse, ça peut être quelqu'un du cabinet, ça peut être quelqu'un de l'urbanisme, mais la ville, elle doit être accueillante pour quiconque a un projet qui contribue à la vie municipale et donc à la qualité de vie des citoyens. Alors, je devine un peu la réponse par la façon dont vous avez répondu. Pensez-vous être capable de collaborer harmonieusement avec ces gens-là, plus harmonieusement même que l'ancienne administration? Oui, je pense que oui, parce que je vois la valeur de l'entrepreneuriat. Et je pense que si les gens voyaient les entrepreneurs comme des créatifs, parce que ça demande beaucoup de créativité d'être en entreprise. Puis je vais donner un exemple de la pandémie. On a vu des entreprises, évidemment, pour qui ça a été très difficile.
ben ils sont pas en business aujourd'hui parce qu'ils ont une vision linéaire. Ils sont en business parce qu'ils ont été créatifs de sauver leur peau puis leur entreprise. Fait que je pense que c'est la posture qu'on doit changer. Puis ça, moi, je reconnais cette passion des entrepreneurs. Ça ne me fait pas peur, un entrepreneur. Et je ne pense pas que les gens qui font de l'argent sont des méchants. Puis vous avez beaucoup aussi collaboré dans votre carrière avec des entrepreneurs, tant en Ouais. tant que journaliste que chez Tourisme Outaouais aussi beaucoup. Exact, ouais. Vous avez travaillé avec ces entrepreneurs-là de l'industrie du tourisme qui avaient soit besoin de votre aide, soit qui pouvaient vous amener des projets qui pouvaient être Ouais. intéressants pour vous. Alors pensez-vous que ce bagage-là peut vous aider à, Oui. mieux collaborer avec eux? Beaucoup. C'est certain que je suis une fille qui maîtrise bien le développement économique, la relation avec les entrepreneurs, toutes les stratégies de subvention, de recherche d'argent, de programmes. Alors ça, je pense que c'est quelque chose que j'amène aussi à la table. On continue un peu dans le politique. Action Gatineau est maintenant dans l'opposition. Oui. Un de leurs premiers gestes en l'entrée au conseil municipal, ça a été de piger dans votre budget de cabinet. Mhm. Est-ce que c'est la preuve, selon nous, qu'un parti politique va être avantagé par rapport à des indépendants sur la scène municipale? Croyez-vous que ce rapport de force est disproportionné? En fait, je dirais, d'abord, Action Gatineau a droit à cet argent. Oui. La loi prévoit ça. Ils auront donc un tiers du budget du cabinet. Puis probablement, nous, comme conseil, on devra voter pour majorer un peu l'enveloppe du cabinet pour être capable de faire une job comme du monde. Ça passe donc par là. Pour ce qui est de l'opposition, Action Gatineau était aussi une opposition avant parce qu'il n'était pas majoritaire au conseil. Par contre, comme moi, j'arrive comme mairesse indépendante, ça vient un petit peu changer la lunette. Et là, donc, officiellement, ils ont le droit de revendiquer un soutien financier, notamment comme la loi le prévoit. Alors, moi, je pense que c'est un peu dans l'ordre des choses. Puis la conséquence de ça, c'est quand même que le cabinet de la mairesse ait suffisamment de ressources pour être capable de nous élever comme 4e ville en importance au Québec. Vous avez parlé de la loi rapidement qui leur donne droit à cet argent-là, mais vous pensez pas que la loi elle-même crée un rapport de force qui peut être disproportionné? Ouais. La loi est faite pour un parti politique, elle n'est pas faite pour avantager les indépendants. Je dirais que je l'ai vécu beaucoup plus en campagne électorale. Je trouve que le désavantage est immense quand je suis arrivée comme candidate indépendante à la mairie versus un parti qui reçoit 125 000 $ par année pour son fonctionnement. Puis on s'entend, le fonctionnement, c'est pas pour acheter des pancartes électorales, mais ça donne quand même beaucoup de ressources. Alors moi, je l'ai senti beaucoup, beaucoup dans le contexte de la campagne électorale. Puis il y a des éléments aussi dans la loi qui sont questionnables. Par exemple, le fait qu'un parti politique peut amasser de l'argent en continu, alors que moi, comme indépendante, je suis soumise aux règles électorales et je peux faire ça davantage en période électorale. Donc, il y a des éléments comme ça, effectivement, là, qui sont discutables, qui présentent une certaine inéquité. Comment vous entrevoyez les relations entre Action Gatineau et le cabinet du maire au cours des 4 prochaines années? Est-ce que vous pensez que ça va être quelque chose d'assez harmonieux ou vous pensez que ça va être assez saccadé entre le cabinet fantôme d'Action Gatineau? Ouais. Est-ce qu'on va aller dans une politique de ligne de parti comme on pourrait voir au provincial ou au fédéral, où ça peut être assez acrimonieux? Jusqu'à date, ça va très bien. Puis moi, je garde toujours le cap sur on est là pour travailler en équipe. Puis cette ligne-là, je la maintiens. Puis même quand ça ira mal, je veux me souvenir que ce qu'on veut, c'est travailler en équipe. Alors moi, j'y vais dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a une ligne de parti? Est-ce qu'il y aura des orientations? Oui. Il y en avait dans le dernier mandat également. Donc, je pense pas que ce sera nécessairement différent. Puis moi, je trouve qu'Action Gatineau, dans sa plateforme, il y avait des choses intéressantes qui méritent qu'on s'y attarde. D'ailleurs, le conseil va travailler sur un programme du conseil municipal, qui va être un programme conjoint. Fait que ça, je trouve ça positif. Après, j'ai le goût de vous dire, c'est de la politique. Avez-vous pensé, ou allez-vous penser, ou êtes-vous en train de penser à peut-être créer votre propre parti? Pas pour l'instant, non. Pas pour l'instant? Pas pour l'instant, non. Moi, j'ai été élue comme indépendante. J'ai travaillé très fort pour rentrer. Puis il y a un élément que je trouve particulier dans la dynamique actuelle, c'est comme je suis une mairesse indépendante, je ne veux pas me positionner comme la présidente des indépendants.
Puis ça, je l'ai dit à Action Gatineau. Vous puis voulez pas qu'il y ait cette idée-là qu'il y avait un peu dans les 8 dernières années du parti fantôme. Ben, c'est ça, exact. T'sais, moi, je suis rentrée comme mairesse indépendante. Les indépendants, ils ont choisi d'être indépendants parce que individuellement, pour eux, c'était important d'être indépendant. Et c'est ce que je disais aux indépendants, mais aussi à Action Gatineau. C'est pas parce que je suis une mairesse indépendante que je suis la présidente des indépendantes. Puis ça, je me suis assurée que ce soit vraiment clair. Mon rôle, c'est pas ça du tout. On a parlé un petit peu tout à l'heure, vous avez glissé le mot brièvement. On va parler de développement économique. Oui. Le développement économique du centre-ville est vraiment actuellement dépendant d'un seul grand pôle d'emploi, c'est-à-dire le gouvernement fédéral. Oui. En raison de la pandémie, tous ces fonctionnaires-là qui sont partis travailler à la maison ont laissé le centre-ville dans un état de ville fantôme presque. Les petits commerçants en ont vraiment souffert. Comment vous prévoyez relancer le développement économique du centre-ville? Il y a plusieurs façons, là, je pense, d'agir, mais c'est pas facile. Le premier élément, c'est un retour des fonctionnaires. La ville de Gatineau, elle donne le ton. D'ici quelques semaines, les fonctionnaires vont graduellement revenir au travail, donc les fonctionnaires à la maison du citoyen. Et j'ai bon espoir que les choses vont suivre au gouvernement fédéral. Madame Fortier, qui est au Conseil du Trésor, là, j'en ai parlé brièvement avec elle. Alors, on peut s'attendre, et ça, c'est une première partie de réponse. L'autre réponse, c'est la dépendance aux fonctionnaires fédéraux ou à la fonction publique pour l'économie du centre-ville. On doit apprendre à se diversifier. Il y a la zone d'innovation. On va attirer des entreprises, des talents en cybersécurité. C'est une excellente idée, mais à un moment donné, ça devient aussi l'œuf ou la poule. Qui est-ce que tu attires dans un centre-ville qui n'a pas beaucoup d'activités? Si tu veux créer des activités, ça te prend du monde pour venir à tes activités parce qu'il faut aussi que tu fasses de l'argent sur les... Fait que c'est une stratégie sur plusieurs fronts. Il y a tout aussi la question de la densification du centre-ville. Donc, au cours de la dernière année, on a essayé de densifier le centre-ville. Malheureusement, je pense que la stratégie a moyennement fonctionné parce que si on veut un centre-ville, il faut travailler sur tous les fronts. Donc, c'est des citoyens, des petites entreprises, oui, un gouvernement fédéral, des touristes, des gens des autres secteurs de la ville qui voient dans le centre-ville une offre qu'ils ne retrouvent pas. Alors, il faut vraiment être capable d'agir puis de frapper à plusieurs portes si on veut que ça fonctionne. Vous m'enlevez les mots de la bouche, mais ma prochaine question, c'est voyez-vous d'un bon œil les projets lancés par les différents acteurs sur la scène gatinoise pour diversifier l'emploi au centre-ville? Alors, on peut penser, on a parlé à la zone d'innovation ou au projet Zibi même, qui va être la plus grande communauté carboneutre au Canada, je pense même la 5e au monde. Alors, comment vous voyez ces projets-là? Oui, il faut ça. Il faut les encourager, il faut les soutenir. Puis les soutenir, c'est pas juste les soutenir politiquement ou financièrement, c'est aussi les soutenir en posant d'autres gestes pour le centre-ville pour que ça devienne un milieu de vie intéressant. Puis un autre élément, je pense trop négligé, c'est la proximité de l'UQO. Quand on arrive au centre-ville, on sent pas qu'on est proche d'un campus. Elle est où la vie étudiante? Le campus est caché. Il est caché dans le coin du centre-ville. Pourtant, il est pas loin, mais il est un peu excentré. Puis je trouve qu'il y a des éléments comme ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de cafés étudiants? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une offre qui se développe? Pourquoi il n'y a pas de vie universitaire? On a une université, mais il n'y a pas de vie universitaire, il n'y a pas de contexte quasiment. Et ça, je trouve qu'il y a une poignée là, ou une occasion qu'on devrait saisir aussi. Question. Je me mélange dans mes papiers. Oui. On va parler de transport en commun. Oui. Alors, on a parlé dans les dernières années du projet de tramway. La ville de Gatineau tire de l'arrière actuellement dans tout ce qui a trait au transport en commun, surtout même dans la région, dans l'ouest de la ville, qui a presque pas de voie rapide de transport en commun. Est-ce que vous êtes en faveur du projet de tramway qui a été proposé par l'ancienne administration? Et allez-vous tout mettre en œuvre pour en assurer la réalisation ou vous avez peut-être d'autres idées? Bien, en fait, le conseil municipal s'est déjà prononcé là-dessus et moi, je suis favorable à cette idée de tramway parce que c'est une possibilité ou un lien structurant pour l'Ouest. J'ai dit en campagne et je réitère qu'on doit quand même avoir certaines données clés qui ne sont pas sur la table à l'heure actuelle. Et là, quand je parle de données clés,
quelle est la durée réelle du trajet du tramway? Ça, personne n'en a Personne jamais le sait. parlé. Parce que si tu veux prendre le transport en commun, il faut vraiment que tu vois un gain par rapport au transport en commun versus ta voiture. Alors, cette réponse-là, il faut l'avoir. L'autre élément pour moi qui est essentiel, c'est combien ça va coûter à Gatineau et aux Gatinois. Parce qu'à l'heure actuelle, on nous a parlé surtout de la contribution du fédéral et du provincial. On voudrait d'ailleurs avoir un engagement du gouvernement fédéral. Mais les Gatinois, là, ils vont payer pour de l'expropriation de maisons pour le trajet. Ils vont aussi devoir payer pour l'entretien de cette infrastructure-là quand elle sera présente. Alors, il y a des coûts qui ne nous ont pas encore été présentés. Ces données-là sont essentielles et je soupçonne que le gouvernement fédéral est aussi en attente de ces données-là avant de donner son goût. Alors, vous pensez que le gouvernement fédéral attend vraiment, c'est la seule chose qui manque, puis après ça, il pourrait s'impliquer dans le projet? Moi, je pense qu'il y a des informations. Il y a aussi des éléments environnementaux là, qui sont considérés. Il y a d'autres études qui sont conduites. Alors moi, je laisse le processus avancer avec les études. Puis bien sûr, à chaque fois qu'on a l'occasion de tirer l'oreille au fédéral pour lui rappeler qu'on a un projet, on le fait. Rapidement, est-ce que vous auriez été prête à réexplorer différentes options qui avaient été mises de l'avant quand on cherchait un projet? Je pense par exemple au prolongement du train léger qui pourrait traverser à Gatineau, qui serait vraiment un prolongement, puis comme ça on aurait un raccordement harmonieux avec le système d'Ottawa. Oui, je trouve que l'idée est intéressante. Je pense que le travail a été fait avant que j'arrive. Et évidemment, ça c'est toujours quelque chose d'un peu particulier quand tu arrives à la mairie ou qu'il y a un changement d'élu. Tu veux pas tout défaire les réflexions qui ont été faites dans le passé. Par contre, à la lumière des nouvelles informations qu'on aura, je pense que c'est juste de la bonne gestion de faire une évaluation. Mais je pense que pour l'instant, le projet qui est sur la table, c'est avec ça qu'on doit aller de là. La grande question. On est là, c'est le sujet chaud de l'actualité actuellement. Les rumeurs courent, les entrepreneurs de la ville et les principaux groupes socio-économiques et même culturels sont en train de se réunissent. Les spéculations vont de bon train. Et les médias suivent vraiment ce spectacle-là avec grand intérêt. C'est le sujet de l'heure. On parle des discussions entourant l'emplacement du nouveau show de l'Outaouais, show voulant dire centre hospitalier affilié universitaire, qui ont fait vraiment les manchettes dans la dernière semaine et demie. Je vous cite, je vais prendre pour vous citer. Cet hôpital ne peut pas être parachuté à Gatineau sans qu'on tienne compte de critères comme l'étalement urbain, la croissance démographique, le transport en commun et qui paiera pour des infrastructures routières s'il y en a besoin. Êtes-vous en faveur d'une construction de l'hôpital au centre-ville? Je n'ai pas de position ferme là-dessus. La position ferme que j'ai, c'est que je ne souhaite pas qu'on nous propose un hôpital sans avoir tenu compte de la réalité municipale. Et quand je parle de la réalité municipale, je parle des éléments comme l'étalement urbain et l'environnement, notre population, mais aussi notre croissance. À l'heure actuelle, la croissance la plus importante, elle est dans l'ouest de la ville. Et je ne demande qu'à être rassurée que l'ensemble de ces critères-là ont été considérés. Et à l'heure actuelle, c'est vraiment l'information que je souhaite avoir. Après, il y a un élément de juridiction. La santé, c'est de juridiction provinciale. Mais c'est pas vrai que la ville elle peut juste être assise sur le banc et regarder le train passer. Cette infrastructure-là, elle va non changer... Elle va changer un peu un bout du paysage de Gatineau. C'est quelque chose qui est très, très important parce qu'on parle d'un investissement qui va bénéficier à la ville pour les prochains 75 à 100 ans. Exact. Alors, c'est vraiment quelque chose qui... Il y a une communauté qui va se construire autour de cet hôpital-là. Alors, dépendant d'où il est construit, ça va devenir vraiment un centre névralgique. Oui, et même si on dit qu'il s'agit d'un hôpital régional, j'en conviens, n'en demeure pas moins que la majorité de la population de l'Outaouais, elle est à Gatineau, que la croissance de la population, elle se fait à Gatineau. C'est vrai qu'on peut voir les collines, notamment, là, qui ont connu un boom de population, mais quand même, en termes de densité, c'est à Gatineau. Et je pense, en fait, que juste dans les critères qui sont importants pour la ville doivent être considérés. Puis moi, je voudrais avoir un engagement du gouvernement du Québec. Cette infrastructure qui va arriver sur le territoire,
si elle nécessite une rue, du transport en commun, une extension du tramway, du rapibus, qui paye pour ça? Est-ce que les Gatinois vont faire les frais d'une décision provinciale qui n'aura pas considéré les critères? J'espère que non. Comment réagiriez-vous si le gouvernement provincial décidait à sa guise de l'emplacement sans consulter les différents acteurs de la région? Autrement dit, est-ce que vous avez pas un peu peur ou vous êtes inquiète de la façon dont le processus est fait actuellement? C'est un processus qui a été assez imperméable jusqu'à maintenant. Il n'y a presque pas eu de rencontre de consultation. Ben, la question, elle appartient au CISO, mais je pense effectivement ce qu'on voit depuis les dernières semaines, c'est le résultat de gens qui ont l'impression, à tort ou à raison, mais de ne pas avoir été consultés ou de ne pas avoir pu s'exprimer. Alors, je pense que c'est au CISO de prendre acte de ça et de voir ce qu'il fait ou ce qu'il va faire ou quelle valeur il va accorder à ça et par la bande au ministre de la Santé aussi de voir quelle importance il va accorder à ces voix qui s'élèvent sur le territoire. Est-ce que vous n'avez pas aussi un peu l'impression que c'est un processus qui a été, disons, expédié, vu la campagne électorale qui se dessine d'un point de vue provincial, l'élection est en octobre prochain, si je ne me trompe pas? C'est difficile pour moi de répondre à ça parce que je viens d'arriver. Ce que je sais, par contre, c'est que le processus est en cours depuis plus d'1 an quand même. Là. On sait, le gouvernement avait affiché ses couleurs déjà à l'avance sur un échéancier qu'il savait serré. Alors, ça, je pense que les cartes étaient déjà sur la table à cet effet-là. La Ville de Gatineau, elle a collaboré avec le CISO. La demande, c'était de fournir de l'information à la demande du CISO, ce que la Ville a fait. Puis à l'heure actuelle, je pense que les éléments de réponse qui nous manquent, c'est vraiment la question des critères pour qu'on soit rassuré. On va parler un peu de votre campagne électorale. Ça fait 3 semaines, à peu près, ça vient de faire 3 semaines que vous êtes élu. Vous l'avez dit pendant votre discours de victoire, c'était David contre Goliath et David a gagné. Comment vous avez vécu cette campagne-là? Est-ce que c'était quelque chose qui a été difficile par rapport à la mastodonte qu'Action Gatineau est? Oui. Ça a été très difficile, mais tellement enrichissant. C'est la plus belle aventure humaine de ma vie. C'est incroyable. La rencontre avec les citoyens. Il y a des gens qui ont lâché leur job ou qui ont pris des vacances pour venir m'aider durant ma campagne. T'sais. Ça n'a pas de prix. Tu as une gratitude éternelle pour ces personnes-là. C'est très touchant de faire une campagne électorale, mais c'est difficile, c'est exigeant. J'ai eu aussi quelques jambettes au cours de la campagne. Apparemment que c'est ça aussi de la politique. Alors, tu apprends rapidement... C'est pas toujours des coups légaux. Non, exact. Ni gracieux, ni courtois, ni poli, ni fondé sur des faits. Alors, on se construit une carapace par rapport à ça, mais je recommencerai. Je trouve que l'aventure est super, mais ça a été beaucoup de travail. On en parlait tantôt. Quand tu te présentes à la mairie comme indépendante, cette ville, elle fait 62 km de long. Alors, juste la parcourir pour aller à la rencontre des gens. Parce qu'au final, même si tu es indépendante, tu veux que le programme ressemble aux citoyens. Ça commande donc un effort de tous les instants d'être sur le terrain puis à l'écoute. Puis je pense que c'est ça qui a fait la différence. Je pense que j'ai battu Action Gatineau sur le terrain. On a beaucoup parlé des réseaux sociaux. On le disait pendant la pause. Vous avez remarqué aussi que les nominations et l'annonce de candidature des candidats indépendants s'est faite sur le tard, puis il n'y en a pas eu beaucoup. On parlait des réseaux sociaux aussi qui ont été très, très acerbes dans les derniers 18 mois avec la pandémie. Est-ce que ça vous a affecté? Ça ne m'a pas affecté, mais je m'arrange pour que ça m'affecte le moins possible. Je vais dire ça comme ça. Est-ce que c'est difficile de s'arranger à ça? Oui, est-ce que ça a été un challenge pour vous? C'est difficile. Jusqu'à présent, puis là, je touche du bois, là, je trouve que j'ai été relativement chanceuse. J'ai vu parfois des glissements. Puis ça m'inquiète pour moi, puis ça m'inquiète pour n'importe quel élu, puis je dirais pour n'importe quelle personnalité publique en passant. Là, c'est pas juste parce que tu es au conseil municipal que tu vis ça. Mais moi, j'arrive pas à comprendre de quel droit une personne qui ne me connaît pas se permet de m'insulter
sur ma personnalité, mon intelligence, mes décisions. C'est un manque de respect. Puis si cette personne-là veut le faire, ben qu'elle vienne me le dire en pleine face. Le courage derrière le clavier, là, vraiment, ça suffit. Et ça, c'est turn-off d'aller en politique. Ça fait peur, ça. Ça te rend extrêmement vulnérable, les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de gens qui choisissent de les utiliser pour se faire justice eux-mêmes. Et ça, pour moi, c'est dommage parce que ça vient freiner la démocratie parce qu'on se prive sûrement de candidatures très intéressantes de gens qui n'ont pas le goût de s'exposer à ça. Donc, vous me volez un peu les mots. Selon vous, c'est un concept et une réalité qui a dissuadé plusieurs personnes de s'engager en politique? Je pense qu'il y a des gens qui y pensent certainement. Puis entendez-moi bien, là, moi, là, des gens qui me challenge, qui sont pas contents avec mes idées, sur vos idées, justement. Ils ont le droit de s'exprimer. Tu sais, des gens qui s'expriment, par exemple, de façon très personnelle, qui font des raccourcis intellectuels, qui se permettent des commentaires acides. Ça, moi, je trouve que c'est complètement irrespectueux. C'est du faux courage. Puis il faut dénoncer ça. Puis moi, j'ai choisi, je lis les commentaires dans une certaine mesure. Évidemment, là aussi, il y a une équipe qui s'occupe de ça. Maintenant, vous avez une équipe pour faire ça. Mais je vous dirais que tout le long de la campagne, je l'ai fait beaucoup moi-même et je tenais à le faire parce que je tenais à répondre moi-même aux gens. Mais ça, c'est sûr que c'est une préoccupation. Puis collectivement, il faut vraiment se questionner. Rapidement, on a parlé beaucoup tout au long des questions de votre équipe. Mm-hmm. En êtes-vous fière? Êtes-vous contente? J'ai aimé assez! C'est ça. Êtes-vous contente de comment votre équipe a été formée, qui a fini par être dans votre équipe? Est-ce que vous pensez que c'est une équipe qui va être compétente pour les 4 prochaines années? Oui, je suis vraiment contente, puis je trouve qu'on est une équipe complémentaire et diversifiée. Puis ça, je l'apprécie. Puis, je vais faire un parallèle avec les notes scolaires. C'est un politicien qui a beaucoup d'expérience qui me dit ça. Il dit, tu sais, France, quand tu es un A, c'est comme une note scolaire, quand tu es un A, tu veux travailler avec des A, puis tu veux travailler avec des A+. Tu sais que tu as des bonnes notes, tu sais que tu es bon, tu veux performer, tu performes bien, ton bulletin te le dit. Fait que moi, c'est sûr que je cherchais des A puis des A+. Je veux pas travailler avec des yes man. Je veux pas me faire dire oui, t'es belle, t'es fine, t'es capable. Avez-vous trouvé des A+? J'en ai trouvé. Je veux travailler avec des gens qui me confrontent dans mes idées, puis qui vont le faire poliment, mais de façon constructive pour que Gatineau avance. Et cette même personne disait, quand t'es un C, quand t'es moins fort, t'as moins confiance en toi, ben, tu veux pas te faire challenger. Tu veux te faire conforter, tu veux te faire chuchoter. Alors, moi, j'ai choisi autour de moi des gens qui étaient capables de me challenger, puis j'aime ça de même. On va parler de logement. Oui. Le logement abordable, ça a été un des sujets de très, très chaud, un des sujets vraiment qui polarisait la population. Mm-hmm. Québec a promis un fonds. On ne sait pas trop ce qui est arrivé depuis ce temps-là. C'est quoi votre opinion sur le logement abordable à Gatineau et ce que tant la ville que les autres paliers de gouvernement pourraient faire pour améliorer cette situation-là? Bien, il faut que le logement, notamment au gouvernement du Québec, il faut que le logement, ça devienne aussi important que l'éducation ou la santé. Il faut que ça soit dans le discours public, populaire, qu'il faut agir. Gatineau est aussi dans une situation comme d'autres grandes villes au Québec où il y a une pénurie de logements au sens large du terme. Fait qu'on doit encore là faire plus de logements privés pour ramener un équilibre d'offres et de demandes, parce que c'est ça aussi un peu, c'est pas juste qu'il n'y a pas de logements, mais ils sont extrêmement chers. Donc ça, il y a ça à équilibrer. Il faut être capable de sortir du logement communautaire à Gatineau. Ça a trop tardé. On a de l'argent qui dort, on a des projets, on n'arrive pas à les livrer. Il faut s'occuper de ça. C'est super important. Puis la ville, elle peut montrer l'exemple. Elle pourrait poser certains gestes, par exemple, en regardant quels sont les terrains qui sont vacants ou quels sont les terrains qui pourraient peut-être être rendus disponibles ou se rendre disponibles pour faire de la construction de logements. Donc, elle peut montrer l'exemple de la ville de Gatineau. Puis moi, j'ai fait campagne là-dessus au cours de la campagne électorale
c'est des éléments, bien sûr, que j'ai portés à l'attention aussi de l'administration parce que je pense que le logement, là, la discussion, c'est terminé. Faut agir. Faut agir. On est là. Exact. Exactement. Je veux parler rapidement. Comment vous entrevoyez votre relation avec les autres paliers de gouvernement? Le provincial, on sait pas, on peut faire des déductions sur comment ça va se passer parce qu'on tombe en année électorale. On peut faire des déductions sur qu'est-ce qui va être le prochain gouvernement. Entre nous deux, je pense qu'on peut déduire assez rapidement qui va former le prochain gouvernement. Il reste juste à savoir en termes de députés. Mais surtout avec le nouveau gouvernement fédéral minoritaire, comment vous entrevoyez cette relation-là avec les autres paliers pour vous comme mairesse? Je veux dire, au Québec, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on reconnaisse le potentiel de la ville de Gatineau et qu'on voit enfin qu'elle est effectivement la 4e ville en importance au Québec et que sur le plan économique, notamment, elle contribue à cette province. Et je ne veux pas juste qu'on le dise, je veux qu'on le sente. Je veux qu'il y ait un agissement. Puis il y a des choses banales comme... par exemple, le premier ministre du Québec, souvent, va faire des énumérations, tu sais, peut être en point de presse, comme on voit à Saguenay, comme on voit à Trois-Rivières, comme on voit à Sherbrooke. Moi, je suis toujours sur le bout de ma chaise, puis je me dis, ils vont peut-être nommer Gatineau. Puis finalement... C'est un sentiment qui est réciproque. Gatineau ne vient pas. Et il faut donc un réflexe Gatineau. Puis ça, je pense qu'on a un rôle politique à jouer là-dedans pour dire, on existe. Puis on est la 4e ville en importance, puis voici pourquoi notre ville, elle présente du potentiel. Donc, ce discours-là est vraiment essentiel. Sur le plan fédéral, on est aussi une région particulière parce qu'on fait partie de la capitale nationale. Hein? La grande région de la capitale, là, ça va jusqu'à Couillon dans le Pontiac, puis jusqu'à l'eau dans la vallée de la Gatineau, puis Gatineau en fait partie. Puis même jusqu'à Masson-Angers et la petite nation dans l'Est. Oui, donc on fait partie de la capitale nationale. À ce titre-là, je pense qu'on mérite la considération du gouvernement fédéral. Et moi, il y a des éléments plus particuliers qui, à mon avis, on attend depuis trop longtemps. Par exemple, la décontamination du ruisseau de la Brasserie qui nous coupe les ailes dans le développement de la rue Montcalm dans notre centre-ville. Ça, c'est un exemple clair. Le parc Jacques-Cartier, où il y a eu les mosaïcultures, il y a eu des discussions à un moment donné pour en faire une place des festivals. On comprend que le gouvernement ne souhaite pas voir de grandes infrastructures permanentes, mais il semblait à l'époque y avoir une ouverture pour de plus petits événements. Ce lieu est magnifique, il est sur le bord de la rivière, à l'embouchure d'un pont. Moi, c'est des discussions comme ça que je veux relancer avec le fédéral, notamment parce qu'on fait partie de la région de la capitale. Et je m'attends qu'il y ait une oreille aussi attentive que la Ville d'Ottawa peut l'avoir auprès du gouvernement. Vous avez parlé de pont. 6e pont et pont Alexandra. Oui. C'est quoi votre opinion là-dessus? Je suis en faveur d'un 6e lien parce qu'on doit assumer que cette ville fait 62 km de long et qu'on a besoin d'un lien à l'est pour toutes sortes de raisons. Je comprends très bien que ça peut engendrer du trafic induit. Je suis très lucide par rapport à ça. Par contre, quand on fait la colonne des pour et des contre, je pense absolument que ça prend un pont dans l'est de la ville. Un 6e pont, peut-être pour rassurer les esprits environnementaux, quitte à peut-être prendre un des 5 ponts actuels et le transformer dans un pont qui pourrait être seulement pour le transport en commun ou le transport actif? Bien, en fait, l'idée du pont Alexandra, il y a une coalition qui s'est formée et l'idée autour du pont Alexandra, c'est effectivement de pouvoir le convertir en vélo, piéton, peut-être transport en commun. Puis je dis peut-être parce que l'enjeu du pont Alexandra, c'est vraiment la sécurité. Est-il assez sécuritaire pour accueillir du transport en commun? Parce que là, il est vraiment sur le respirateur, le pont Alexandra. Donc, je dirais sécurité d'abord. Mais oui, si on peut le convertir, le garder et le convertir, c'est un engagement que j'ai pris en campagne et qui est intéressant. Vous êtes en faveur de ça? Parce que je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est un joyau de la capitale nationale. Oui. Est-ce que j'imagine que c'est quelque chose que vous voulez qui reste dans la ville, vous ne voulez pas le voir remplacé par une nouvelle infrastructure qui ne serait pas aussi belle nécessairement? Bien, c'est certain qu'il fait partie du paysage puis il est important, mais je reviens toujours à la question de la sécurité. Moi, je pense que si on peut le préserver, lui donner une nouvelle vie ou une autre vocation, formidable. Par contre, il n'y a pas de compromis à faire sur la sécurité des gens. Pour ce qui est du lien dans l'Est, ben là aussi, je m'attends à un pont, je vais dire moderne, pas un pont juste à la voiture.
ça prend un pont pour le transport en commun. Ça prend aussi une zone sécuritaire pour les piétons et pour les vélos. Donc, ça nous prend un pont aussi qui est contemporain. Intéressant. Dernière question, on y arrive déjà. On va parler un peu de la violence par arme à feu. Oui. Alors, on a vu que dans les grandes villes, alors Montréal, Toronto, Ottawa même, il y a une grande remontée de la violence par arme à feu, la violence par arme de poing. Est-ce que vous craignez que ça déborde à Gatineau? Ben, en fait, je pense que tout ce qui est violence est préoccupant. Bien sûr, on est à côté d'une grande ville qui est Ottawa. Il y a 2 semaines, si ma mémoire est bonne, j'ai eu mon premier comité exécutif de l'Union des municipalités du Québec. C'était à l'agenda. Le maire de Gatineau, Maxime Penneau-Jobin, avec Régis Labaume, avec Valérie Plante, avait déjà fait une sortie justement sur la question des armes de poing dans les villes, qui est extrêmement préoccupante. Je suis préoccupée aussi par ça. Et je pense que la personne qui a un rôle à jouer, ben, c'est le gouvernement fédéral. Hein, la question des armes de poing, toute la question aussi interfrontalière, interprovinciale, la sécurité interprovinciale relève du gouvernement dans ce contexte-là, du gouvernement fédéral, puis il doit vraiment agir. Il doit venir mettre les mesures en place pour nous donner un coup de pouce pour assurer la sécurité des citoyens. Admettons qu'actuellement, on était dans un appel entre vous et Justin Trudeau. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous lui diriez par rapport à ça, mot pour mot? Par rapport aux armes? Par rapport à la violence par arme à feu, qu'est-ce que vous voudriez qu'il fasse? Qu'il joue son rôle. Quel message voudriez lui passer? Qu'il joue son rôle parce que à la base, c'est sous sa juridiction, c'est de sa responsabilité. Et si on voit l'effet un peu poupée russe, il faut qu'il soit capable de jouer pleinement son rôle pour que nous, ensuite, sur le terrain, on donne les meilleurs outils possibles à nos policiers et à nos services d'intervention de garder notre population en sécurité. Mais il faut que le grand frère s'en occupe puis prenne ses responsabilités. D'un point de vue municipal, peut-être en attendant qu'il y ait un appel comme ça qui se passe, avez-vous un plan d'action concret pour lutter contre les armes à feu illégales sur notre territoire? En fait, c'est au service de police de traiter ça, puis ils le font. Ils ont besoin d'un coup de main, comme je le disais, du gouvernement fédéral. Et ce qui me rassure aussi, c'est qu'il y a des communications assez constantes entre le service de police de la ville de Gatineau et le service de police d'Ottawa. Parce que ça aussi, c'est un élément, on peut parler de juridiction, de palier de gouvernement, mais la communication aussi, pour tout ce qui est de la question de violence, de drogue, de gangs de rue, d'armes à feu. Pour moi aussi, ça demande une collaboration entre les corps policiers, puis ça me rassure que ça existe. Ben merci. Merci. Merci beaucoup d'être venu. C'était notre dernière question. Alors, l'entrevue est officiellement terminée. Merci beaucoup d'être venu. Plaisir. J'espère que j'ai pas été trop difficile sur non. votre... Non, tu avais d'excellentes questions. Merci. Puis je vous remercie vraiment pour votre accueil. Puis merci des questions, puis de me donner la chance de m'exprimer devant votre groupe.